Bonjour à tous, nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver sur Télé d'Alzon. Après quelques années d'absence, la chaîne rouvre et nous espérons que vous serez nombreux au rendez-vous. Alors elle rouvre certes, mais avec tout de même quelques difficultés, puisque Covid-19 oblige, nous avons dû nous adapter aux mesures sanitaires. Et d'ailleurs, nous autres prépas, on s'est senti un petit peu laissés pour compte dans cette histoire de pandémie. Donc cela fait maintenant 1 an que nous vivons avec le Covid-19. Ce dernier a modifié profondément nos vies, tant dans notre vie professionnelle que dans notre vie privée. Ces mesures sanitaires s'immiscent dans tous nos rapports sociaux et modifient en profondeur les activités de notre quotidien. Ce virus touche tout le monde, mais de manière différente. Rien que dans le secteur de l'éducation, par exemple, le traitement a été très inégal et confus du fait des annonces parfois floues du gouvernement, d'autant plus que les établissements sont mis au courant en même temps que les étudiants. Donc des mesures compliquées à mettre en œuvre qui nous ont obligés à régulièrement nous adapter. Et nous sommes d'ailleurs avec Yvan Lachaud, directeur de l'Institut Emmanuel d'Alzon. Bonjour, merci d'être là. Bonjour à vous deux et à vous tous. Alors, puisque vous êtes celui qui dirige tout l'Institut, vous avez donc une vision un peu plus globale que nous de ce qui s'est réellement passé. Est-ce que vous pensez que ce sentiment des classes préparatoires d'être laissé pour compte est justifié ? Alors, laisser pour compte, je n'irai pas jusque-là. Je ne suis pas du style à attaquer celles et ceux qui ont pris des décisions. J'aurais pas aimé être à leur place. Ouais. On a vécu des moments difficiles. Ce qui peut-être être compliqué à analyser, c'est qu'en fait, les étudiants que vous êtes en classe préparatoire êtes plus considérés comme des lycéens rapportés dans un lycée, inclus dans un lycée, que des étudiants dépendants d'université. C'est là toute l'ambiguïté, puisqu'en fait, dès qu'une mesure était annoncée pour les universités, il n'y en a quasiment pas eu, puisque la règle était la même à peu près tout le long, elle ne vous concernait pas. Ouais. C'était en fait la règle qui s'appliquait aux lycéens qui vous concernait. D'où cette difficulté-là. Mais je dois dire que même nous, on s'est posé la question. Là où je vous rejoins par contre, c'est que souvent on apprenait les infos après, en dernier, puisqu'en fait ça passait à la télé, on apprenait les infos. Bon voilà, ceci étant, je crois qu'on a essayé, et Virginie Cotte, qui est ici directrice de l'enseignement supérieur, a essayé en permanence d'être avec vous en contact de façon à, tant en distanciel qu'en présentiel, organiser les choses. Bon, je crois que globalement, ça s'est bien passé. Maintenant, j'entends que pour vous, c'est 1, voire presque 2 années compliquées, parce que pas de relations sociales, parce que pas de moments festifs, parce que une inégalité de traitement en fonction des profs qui pouvaient ou qui ne pouvaient pas assurer. Voilà, je suis complètement d'accord avec vous, c'est compliqué. D'accord, merci. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, j'aurais une autre question, parce que comme l'a dit Anna, ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu d'émission Télé d'Alzon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce retour ? Alors pour moi, ce retour, il était nécessaire. Je veux vous en féliciter, toutes et tous ceux qui l'avaient organisé, de façon à ce qu'on redémarre. Cette volonté est partie au départ d'un certain nombre d'étudiants de AL, donc, qui ont souhaité mettre ça en place il y a quelques années. Et c'est vrai que le fait de l'avoir arrêté, et puis le Covid ne nous a pas aidé pour le redémarrer, aujourd'hui était un manque dans l'établissement. Parce que au travers de vous, étudiants, qui avez cette possibilité-là, à la fois d'animer, d'inviter, de traiter des sujets, on a pu, lorsqu'on a vécu cette TV d'Alzon, avoir sur le plateau des hommes et des femmes qui nous ont fait avancer sur un certain nombre de sujets. Et je pense que dans l'éducation nationale aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir des hommes et des femmes comme vous, en âge d'être étudiants, et qui avaient cette capacité-là, vous pouvez faire bénéficier à tout établissement de ces pépites-là. Et c'est ce qui nous a manqué pendant ces 2-3 dernières années. Donc bravo, n'hésitez pas, on vous donnera les moyens de mettre ça en place, avec des plateaux intéressants. Il faut avoir des invités extérieurs, il faut oser traiter des sujets qui sont parfois vos soucis, parfois vos passions. Voilà, on est ouvert. Et qui plus est, les 2400 élèves qui sont ici sur le site et les 6000 au total pourront bénéficier de vos apports personnels. Donc en fait, c'est un plaisir, mais c'est aussi des messages à faire passer. D'accord, merci. Merci beaucoup. Et donc d'ailleurs, pour cette première émission, nous nous sommes interrogés sur notre vécu de la crise en tant qu'étudiants
Et donc pour répondre à cette question, nous sommes tout d'abord accompagnés de vous, Priscille, donc étudiante en prépa littéraire de première année. Vous allez nous éclairer sur les limites de l'adaptabilité des activités de la classe préparatoire. Bonjour et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonjour. Nous avons dans l'autre canapé Chloé, également en prépa littéraire. Donc vous allez retracer le traitement médiatique de la crise en nous intéressant plus précisément à notre cas d'étudiant à travers la presse. Bonjour. Bonjour. Donc enfin, dans un dernier reportage, nous allons vous écouter, vous, Aminata. Vous allez donc nous proposer l'alternative de l'art comme échappatoire et moyen d'expression. Bonjour. Bonjour. Et donc, nous avons également deux invités de marque. Madame Nathalie Villard, qui est journaliste à Capital. Bonjour et merci d'être venue. Bonjour. Et nous avons Daphné Sorial, qui l'interviewera en lui posant quelques questions. Bonjour. Bonjour. Et donc, pour finir, monsieur Yvan Lachaud, qui vient de nous parler précédemment. Donc, je vous propose tout de suite de commencer avec vous, Priscille. Donc vous vous êtes penché sur le cas de l'adaptabilité des cordées de la réussite. Expliquez-nous ce que c'est. Alors le concept des cordées de la réussite est un dispositif d'accompagnement des élèves dans leur parcours d'orientation ou encore d'aide aux devoirs si on veut être plus simple. Ça a été mis en place officiellement le 28 novembre 2008 par l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Madame Valérie Pécresse. Ça a été très compliqué cette année dû aux contraintes sanitaires liées au Covid, mais on a essayé de faire en sorte que les élèves puissent avoir le suivi qu'il faut. Mon groupe a interviewé une étudiante, des collégiens et un professeur, Madame Rachel Reboul, qui nous a donné son avis sur la situation en tant que lien direct entre les étudiants et les deux collèges Capuchinet et Jules Verne. Suivant l'interview. Difficile, délicate année. La Covid est aussi passée par les cordées. Et pourtant, pas question de les abandonner, de les rayer de la carte, du programme. Alors bien sûr, il a fallu s'adapter. Les étudiants et les collégiens ainsi que les lycéens étaient en général déstabilisés ou un peu déçus. Il y a eu beaucoup de frustration durant toute cette période, mais on a réussi à garder le lien grâce à WhatsApp par exemple, à ce genre de support. La communication cette année a été très compliquée, ralentissement, arrêt des activités intéressantes comme le théâtre, les sorties culturelles et les sorties pédagogiques de réflexion sur l'orientation, notamment la visite de l'école des mines et celle de Garon sur l'aéronautique. Ça a été interrompu et dommage. Pour que ces cordées existent, fonctionnent comme c'est le cas depuis 10 ans, il faut des volontaires, des étudiants de prépa qui doivent à leur tour s'investir, aider. Alors je trouvais que les cordées c'était un peu un challenge à relever et de transmettre ce savoir et d'aider les collégiens dans cette année difficile parce qu'ils passent le brevet en fin d'année, donc c'était important pour moi de les aider. Alors le premier problème évidemment c'est qu'on n'a pas pu rencontrer les élèves en présentiel, donc on a eu un échange par téléphone et c'est ça qui a un peu cassé le rôle des cordées. Alors en face, il y a ces plus jeunes élèves, ceux par exemple du collège Jules Verne. Ces cordées, disent-ils, sont une chance à saisir. L'occasion de mieux s'orienter et parfois de mieux s'exprimer. J'ai appris à parler en public devant un jury et j'ai appris à mieux m'exprimer face à des gens. Les cordées m'ont permis d'être beaucoup plus à l'aise à l'oral et d'acquérir plus d'aisance et aussi de diminuer ma timidité face à un public. L'an prochain, ces cordées évidemment retrouveront leur raison d'être et on l'espère sans Covid. Alors comment améliorer la chose? Alors je pense que la clé, ça serait vraiment un échange face à face pour vraiment fluidifier l'échange et tout simplement qu'il n'y ait plus cette crise du Covid pour que tout rentre dans l'ordre. Les cordées de la réussite ou l'autre façon de valoriser le collectif, l'entraide. Alors, après ce reportage, Priscille, moi j'aurais une question. Est-ce que vous pensez que les cordées ont toujours une raison d'exister sous la forme qu'on leur connaît, à savoir l'aide aux devoirs ? Alors, il faut savoir que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste le devoir. Les cordées de la réussite, c'est une manière de prôner l'égalité des chances entre chaque collégien ou lycéen. Il faut savoir que tout le monde n'a pas cette chance ou cette possibilité d'avoir un suivi particulier chez lui. Donc, nous, en tant qu'étudiants, nous devenons ce suivi dont ils ont besoin. Il y a aussi cette idée que les cordées de la réussite permettent aussi de lutter contre l'autocensure en aidant chaque collégien ou lycéen à prendre conscience de leurs facultés intellectuelles et pourquoi pas leur pousser à faire des grandes études.
D'accord. Donc on continue avec votre reportage, Chloé. Donc vous avez étudié le phénomène de centralisation du Covid-19 dans les médias. Est-ce que vous pouvez brièvement nous le présenter ? Bien sûr. Il y a 1 an et demi, le gouvernement a annoncé le confinement et l'arrêt total de toutes les activités. Nous avons alors constaté qu'un sentiment de lassitude s'était installé parmi les populations et vis-à-vis de la situation, les médias ont beaucoup traité de la pandémie. On estime ainsi qu'ils ont à peu près parlé toujours du même sujet. C'est ce que nous avons essayé de traduire dans le reportage que je vous propose de regarder. La Covid, encore et toujours. Aucune conversation n'y a échappé depuis plus d'1 an. Impossible par exemple d'ouvrir la radio, lire un journal ou s'installer devant son écran sans se retrouver face aux litanies de chiffres morbides, aux images de villes désertées, aux hôpitaux saturés. On en a beaucoup entendu parler et je trouve que c'est peut-être un peu dommage parce que par rapport aux gens, de leur rappeler toujours cette épidémie, ça va plus susciter de l'angoisse que de l'information. Beaucoup d'informations à ne plus savoir quoi en faire, une quantité d'informations qui rendent les choses anxiogènes. Beaucoup de points négatifs sans jamais qu'il y ait des points positifs, alors que de temps en temps il y en avait quand même. Pendant près d'1 an, et pendant près d'1 an, on n'a parlé que de la crise du Covid. Alors la presse a-t-elle rempli son rôle ? A-t-elle dit les choses ? S'est-elle ou non creusé suffisamment les méninges ? Réponse. Ces reportages ont existé dans des journaux comme Le Figaro ou comme Le Monde ou comme Libération, mais il me semble quand même qu'il y a des services spécialisés dans ces journaux qui sont notamment dédiés à la science et à la médecine, qui ont justement permis d'éclairer sur le fond des sujets, comme vous les appelez. Et je ne crois pas qu'on soit réellement resté en surface quand on prend le temps de lire la presse écrite. En revanche, je n'aurai pas d'avis sur la télévision puisque je ne la regarde pas, ou si peu que mon avis a peu d'importance. Il existe plusieurs types de médias. On peut parler de médias internet, de médias télévisés, de médias écrits ou de médias radio, et peut-être d'autres encore. Je crois qu'il est difficile en fait d'avoir un avis tranché parce qu'on n'a pas une vue exhaustive en fait de ce qu'ont pu produire les différents médias, qu'ils soient généralistes ou spécialistes durant cette période. Ces reportages ont existé. Bon, très bien. Qui les a vus, qui les a lus ? Question. Reste que la demande, elle, demeure. On souhaite visiblement plus de diversité, de reportages positifs. Ah oui, c'est sûr que parler d'autres choses, ça nous aurait un peu aidé à moins y penser et à un peu décompresser, mais après, je ne sais pas s'il se passait beaucoup de choses vu qu'ils n'en parlaient pas, mais on ne peut pas savoir. Oui, on tournait un petit peu en rond, ouais, j'ai l'impression. Ouais. J'aurais aimé qu'ils aient un peu plus de recul, qu'ils soient moins dans l'urgence, moins dans l'instantané et beaucoup plus dans l'analyse. Il fallait éviter de regarder les chaînes info parce que du matin jusqu'au soir, c'était un peu démoralisant. Et oui, c'est vrai que ça a été un peu une année très compliquée. Voir d'autres faits d'actualité parce que malgré le Covid, il y avait quand même d'autres choses qui se passaient dans le monde et on nous bombardait que de ça sur les médias, quoi. La presse s'est mobilisée, bien sûr, mais aujourd'hui, qu'en reste-t-il ? Alors je pense que nous avons encore besoin de quelques éclairages à ce sujet. Et donc c'est pour ça que vous êtes là, Madame Nathalie Villard. Je vais tout de suite passer donc la parole à Daphné qui va vous poser quelques questions. Alors bonjour. Bonjour. Premièrement, est-ce que vous avez un mot sur ce que vous venez de voir ? Je partagerai le point de vue de 2 ou 3 personnes que vous avez interrogées. C'est vrai que s'agissant de la télé, notamment des chaînes info, je partage ce sentiment qu'on a été inondé des mêmes angles d'approche, du même type d'informations. Je pense que c'est différent. La personne a fait d'ailleurs ce distinguo, la presse écrite. Et moi, j'ai l'immense privilège de travailler pour un magazine mensuel. Donc, qui dit mensuel dit recul. Et en même temps, je ne vais pas jeter la pierre à mes collègues des chaînes d'infos continues. Il faut qu'en continu, ils fournissent des infos, d'où l'idée de répétition et de couverture des mêmes sujets à l'identique. Mais est-ce que vous avez quand même eu un sentiment donc, de répétition des reportages comme ça ? Alors, moi, mon métier, c'est aussi de regarder ce qu'écrivent les autres. Donc, si on voulait vraiment trouver autre chose, on pouvait. Après, tout dépend comment vous vous informez. Si vous vous informez que sur votre téléphone, avec le flux des pushs, là, évidemment, vous avez l'impression de grandes répétitions. Parfois, l'information originale, elle mérite d'être un tout petit peu plus curieux et d'aller peut-être chercher l'info sur d'autres sources. D'accord. Et de quelle façon vous avez donc traité le sujet de la crise Covid dans votre magazine, donc Capital ? Alors nous, quelque part, on avait la chance de ne pas pouvoir couvrir l'actualité parce que quand vous faites un mensuel, par définition, vous travaillez à 3 ou 4 semaines en avance. Donc il fallait qu'on anticipe à chaque fois.
Et en fait, on a eu 5 phases d'approche. Juste pour vous donner quelques exemples, quand la crise est arrivée, ce qui a sidéré absolument tout le monde, c'est que, 1, il n'y avait pas de vaccin français, et que 2, on manquait de tout. On manquait de masques, on manquait de respirateurs. Donc nous, en tant que magazine économique, la première question qu'on s'est posée, c'est pourquoi un laboratoire français comme Sanofi n'a pas été fichu de mettre au point un vaccin, alors qu'on nous présentait l'industrie pharmaceutique française comme étant pionnière dans la recherche, dans l'innovation. Donc on a fait beaucoup de sujets là-dessus. Où est-ce que ça avait bugué? Pourquoi on était en retard? Et ensuite, sur la pénurie de masques, de ventilateurs et de tout un tas de matériel et de médicaments qui manquaient dans les hôpitaux, on s'est demandé où c'était parti. Et en fait, on s'est aperçu que, alors on savait tous que les t-shirts, les tongs, les espadrilles, etc. étaient partis en Chine depuis longtemps. Ce qu'on a découvert à travers cette crise, c'est qu'il y a beaucoup d'autres productions bien plus stratégiques qui étaient parties. Les médicaments, les pièces détachées, les matériaux, et en fait des pans entiers de notre technologie qui étaient partis en Chine ou en Asie. Et tout d'un coup, avec une crise comme celle du Covid, on était complètement démunis. Et donc du coup, ça nous a conduit à faire une autre catégorie de sujets qui était, ok, tous ces pans de l'industrie sont partis. Maintenant, comment on fait pour refaire du Made in France? Comment on fait pour relocaliser toutes ces entreprises qui sont parties fabriquer ailleurs parce que c'était moins cher? Donc on a eu toute une série de sujets là-dessus. On s'est intéressé à l'industrie textile, ce qui nous a rendu plutôt optimistes d'ailleurs, parce qu'on s'est aperçu que le textile, tout le monde dit c'est foutu, maintenant c'est fabriqué en Vietnam, au Bangladesh. Oui, sauf que cette crise, elle a révélé aussi que les gens prennent conscience qu'en achetant du pas cher, on achète aussi de la pollution, des frais de transport. Et donc voilà, le Made in France revenant un petit peu dans les esprits, le textile français peut avoir aussi à nouveau de beaux jours devant lui. Ensuite, la deuxième famille de sujets, alors ça peut paraître un peu iconoclaste, mais on s'est dit, après tout, les télés, comme vous l'avez souligné, nous bassinent sur tous les secteurs qui souffrent, les restaurateurs, etc. Sauf qu'il y a des pans entiers qui n'ont jamais gagné autant d'argent que pendant le Covid. Et alors, je vais vous en citer, mais ça va vous paraître évident. La livraison à domicile, tout ce qui est e-commerce, mais aussi des secteurs un peu inattendus, les gens restant chez eux avec le télétravail. Jamais les enseignes de bricolage, de jardinage, de cuisine n'ont gagné autant d'argent, parce que les gens étaient chez eux, ils avaient du temps pour bricoler, pour jardiner, avec l'e-commerce, des secteurs comme l'emballage. Nous, on a fait des articles sur des fabricants de cartons, vous imaginez, avec l'essor d'Amazon et de l'e-commerce, les gens qui fabriquent des cartons, c'est juste phénoménal. Donc ça, c'était notre façon à nous d'apporter une touche un peu positive. Et puis, il y a une entreprise que tout le monde a découvert, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Doctolib. Donc Doctolib, c'est en fait l'entreprise technologique qui a permis la prise de rendez-vous, notamment pour tout ce qui était tests et vaccins. Doctolib, c'est une entreprise française qui est en train de devenir le leader mondial de la prise de rendez-vous de manière électronique. Et donc, c'était notre façon un peu à nous de dire, OK, il y a des perdants, mais il y a aussi des tas de secteurs qui vont se réinventer. Et il y a des tas d'entreprises françaises qui vont avoir, en fait, avec cette crise, quelque part, leur chance, si on peut parler comme ça. L'autre révolution, parce que c'en est vraiment une auquel on s'est intéressé, c'est tout ce qui est le télétravail. Comment l'organisation du travail dans les entreprises, avec pour certains métiers, la totalité des gens travaillant de chez eux, qu'est-ce que ça change pour le fonctionnement de l'entreprise, pour l'organisation, pour les outils aussi de visioconférence, téléphonie, etc. Ensuite, on s'est intéressé beaucoup au « quoi qu'il en coûte ». J'imagine que vous êtes familier avec cette expression. Quoi qu'il en coûte, est-ce qu'on peut vraiment se le permettre ? Et donc là, on a fait la tournée des économistes en disant c'est bien gentil, là on emprunte, les robinets sont ouverts, on distribue des chèques à toutes les professions. Est-ce qu'on en a les moyens ? Est-ce que vous, les jeunes générations, un jour, il va vous falloir rembourser tout ce qu'on aura mis sur la table ? Et là, en fait, assez vite, le consensus des économistes faisait que, en fait, on n'a pas le choix du quoi qu'il en coûte. Et même si en France, il a été particulièrement généreux, ça a évité aussi que les entreprises fassent des faillites. Et voilà. Et puis, dernière famille de sujets auxquels on s'est intéressé beaucoup, c'est l'après.
C'est-à-dire, une fois la crise passée, on s'aperçoit que les gens n'ont plus envie de vivre en ville. Donc il y a une espèce de migration des grandes métropoles vers les villes moyennes. C'est ce qu'on a appelé, nous, la revanche des campagnes. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de mobilité, de transport, d'immobilier, voilà. Donc, en fait, quand on a bien cherché, les familles de sujets qui étaient liés quelque part à la crise, mais qui débordaient bien plus ce qu'on avait vu et entendu, en fait, il en existait des centaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Madame Nathalie Villard. Maintenant, je vous propose d'écouter donc Aminata, qui va nous parler d'art dans cette période où tout semble pourtant restreindre les activités culturelles. Nous avons directement posé la question à notre groupe AL, qui ont une spécialité artistique, à savoir si l'art était un moyen d'évasion ou d'échappatoire pendant une période assez stricte de confinement. En espérant que cela vous inspire, on va vous entendre, Mademoiselle Lucie. Bonjour, moi je m'appelle Lucie, j'ai 18 ans et ma passion artistique, ça a été le maquillage, mais artistique. Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 20 ans et mes passions sont notamment l'écriture et la musique. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 18 ans et je joue du violon. Bonjour, donc je m'appelle Camille Laval et pour moi comme pour beaucoup d'autres, le confinement ça a été l'occasion de me consacrer à l'art. Il y a l'aspect pratique mais il y a aussi l'aspect culturel et historique et vraiment je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de l'art. Donc ça m'a permis de découvrir de nouveaux artistes qui sont très connus mais que je ne connaissais pas personnellement. Par exemple Monet, toutes les œuvres de Monet avec les touches, les couleurs, le jeu des impressionnistes, ça m'a vraiment fait voyager pendant le confinement alors que je suis restée 3 mois toute seule chez moi. Donc du coup ça m'a ouvert finalement un autre univers. Et il y a aussi les œuvres de Gauguin avec tout son travail sur la Polynésie, la culture, etc. Vraiment c'est un échappatoire finalement, l'histoire de l'art et l'art tout court. Et puis j'ai appris également plein d'anecdotes pour pouvoir briller en société. Et donc, par exemple Michel-Ange, c'était vraiment un personnage exécrable, il vivait en ermite, il détestait Raphaël. Puis Géricault, il détestait peindre des pieds, du coup sur le radeau de la Méduse, il y en a plein qui ont des genres de chaussettes. Et puis bon, il y en a encore plein d'autres, mais là tout de suite je ne pourrais pas vous les citer. Voilà, c'est tout. Ça a été un échappatoire physique et psychologique, puisque dans le maquillage artistique, il y a diverses étapes, notamment la préparation, donc le brouillon, l'imagination, et ensuite la partie tournage, et ensuite la partie nettoyage et montage de la vidéo pour ensuite la poster sur les réseaux sociaux. L'art a été un échappatoire durant la pandémie, d'un côté avec la musique, mais aussi avec la peinture, puisque je me suis replongée dans cette discipline. En revanche, je n'ai pas vraiment la technique pour, mais ça m'a beaucoup plu. J'ai créé des formes simples, épurées et colorées. L'art a été un échappatoire parce que je me suis retrouvée avec beaucoup plus de temps et seule avec moi-même. Donc j'ai pu accorder plus de temps à des projets, par exemple l'écriture, et utiliser les matériaux de la solitude ou les différents sentiments que j'éprouvais pour écrire. Donc par exemple avant j'écrivais seulement des histoires de 10 ou de 15 pages et j'ai pu prolonger et aller plus loin et écrire 50 voire 60 pages. Donc en plus du maquillage artistique, la lecture, puisque j'ai relu pour la 100e fois Harry Potter, j'ai regardé des films, des séries comme La Chica del Cable sur Netflix, que j'ai beaucoup aimé. Et oui, ça m'a permis d'avoir une nouvelle vision de l'art puisque j'ai retrouvé le goût du travail et aussi la nécessité de la concentration pour la création. Non, elle n'a pas été limitée, au contraire, puisqu'avec le confinement, j'ai eu beaucoup plus de temps pour la pratiquer. Pour ma propre création, le confinement n'a pas été une limite. En revanche, j'étais très habituée à me rendre au cinéma et la fermeture des salles a largement modifié mes habitudes. Bonjour, je m'appelle Hugo Tricou, j'ai 18 ans et ce qui m'a permis de sortir du quotidien un peu répétitif du confinement, c'est l'art. Ça m'a permis de me replonger dans certaines créations que j'ai pu faire, notamment des scénarios de films. Et étrangement, j'ai pu reprendre mon ancienne activité qui était le théâtre. Et avec mon professeur et mes camarades, on a fait une pièce de théâtre audio et visuelle dans laquelle chacun individuellement travaillait une scène. Même si on était... pourquoi j'improvise même si c'était solo, ça nous a permis un peu de nous recontacter.
Et le confinement a été aussi l'occasion de pouvoir prendre le temps de regarder des films, notamment certaines filmographies comme Quentin Tarantino ou Gaspard Noé. Et donc après ce reportage, moi je vous pose une question quand même. Est-ce que vous allez garder cette curiosité après le confinement, puisqu'on espère qu'il n'y en aura plus? Absolument. Je compte garder cette curiosité pour, pourquoi pas, découvrir de nouvelles choses et aussi développer une nouvelle passion pour la musique ou le make-up artist en essayant de prendre quelques cours et aussi en essayant d'avoir un entourage musical. Très bien, merci. Donc pour conclure cette émission, j'ai une petite question personnelle à vous poser. Donc quel a été pour vous le problème le plus difficile rencontré pendant cette pandémie ? Alors pour nous, en tant que jeunes, le plus difficile a été le confinement parce qu'on a besoin, en tant que jeunes, en tant qu'adolescents, on a besoin de sortir, d'interagir avec du monde et ça a été assez frustrant de devoir rester chez soi enfermé. Et l'une des choses aussi en tant qu'étudiant et amoureux de la connaissance a été la fermeture de certains endroits tels que les musées qui sont des lieux de découverte immenses en fait. Ça a été vraiment frustrant pour nous cette chose. Donc, et vous, Aminata ? Moi, personnellement, ce qui était assez compliqué pour nous, c'est en tant qu'élèves étudiants en première année AL1, nous n'avons pas eu particulièrement une vie sociale au sein de notre classe, mais aussi à travers d'autres classes préparatoires ou aussi avec certains élèves du lycée. À cause des restrictions du gouvernement, et le bureau d'élèves d'Alzon a été obligé de suspendre ses activités. D'accord. Et donc, et vous, Daphné ? Un petit peu pareil que Priscille, du coup. Parce que l'isolement, ça a été très difficile et le seul lien qu'on avait avec l'extérieur, c'était les médias, malheureusement, de s'informer, etc. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée, du coup, du sujet sur le traitement des médias de la crise du Covid. Voilà. Et toujours, pour l'avis des étudiants, Chloé ? Je pense que ce qui m'a le plus embêté pendant le confinement, c'est qu'on ne pouvait plus rien prévoir. Par exemple, si on voulait faire une activité, il fallait toujours regarder s'il n'y avait pas une autorisation de sortie à faire ou on ne pouvait plus sortir sans avoir à demander un avis à quelqu'un parce que la crise nous empêchait de faire vraiment ce qu'on voulait et ce qu'on pouvait faire avant. D'accord, donc Madame Villard, à vous. Moi, en tant que journaliste, ce qui m'a manqué, c'est la vie de la rédaction. J'allais dire la machine à café. Il faut que vous sachiez que dans une rédaction, comme dans beaucoup de communautés, la machine à café est un lieu d'échange. Et en fait, c'est vrai qu'on était tous chacun chez soi et que ces réunions où on s'engueule, où on échange des idées, où on décide des sujets, on faisait ça en Zoom et ça manquait de sel. D'accord, merci. Et vous, Monsieur Lachaud ? Alors, pour pas nécessairement dire ce qui nous a manqué, parce que beaucoup de choses ont manqué, ça a déjà été dit, le plus difficile a été d'essayer d'éviter les erreurs, de traiter l'humain en même temps que la réglementation. Et ça, moi, je l'avais jamais vécu. Ça veut dire essayer de, lorsqu'on prenait une décision, de se dire est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne, est-ce que ça va être satisfaisant ou pas. Et ça, on était totalement inexpérimenté par rapport à cette pandémie, quoi. C'est des choses qui ont pu nous bouleverser, des gens qui étaient arrêtés et autres parce que Covid, etc. Mais vraiment, c'est la prise de décision. Et ça, je dirais que dans le courant, on sait prendre des décisions à peu près quand on a l'habitude de manager. Mais là, on en a pris plein la tête parce qu'on se dit, tiens, on va faire ça. Paf, ça ne fonctionnait pas. Ou alors, on était à compte courant, quoi. Voilà. D'accord. Donc du coup, j'aimerais vous poser une dernière question pour finir. Puisque vous êtes à l'initiative de cette reprise de Télé d'Alzon, quel est votre avis sur l'émission qui vient de s'écouler ? Alors d'abord, je veux remercier Nathalie Villard d'être parmi nous aujourd'hui. Je veux vous féliciter de la qualité de cette émission. Je veux vous féliciter pour votre engagement et celles et ceux qui vous ont entouré aujourd'hui. Je ne vais pas tous les citer, mais je veux qu'ils s'y retrouvent chacun d'entre eux. Je veux vous dire que grâce à vous, ça repart. Que je pense qu'à partir de la rentrée prochaine, on pourra en faire 4 par an. À vous d'en déterminer les sujets. On se donnera les moyens pour les réaliser. Mais je pense que c'est un moment aussi pour vous de formation important, quoi. Vous préparez notamment à des entretiens parce que vous savez tous que le dernier calage pour entrer dans une école, quelle qu'elle soit, c'est l'oral, c'est l'entretien, etc. etc. Et ça, pour vous, c'est une chance extraordinaire de pouvoir pratiquer plusieurs fois dans l'année, quoi.
quel que soit le sujet. À vous maintenant d'aller chercher des sujets qui vont mobiliser les plus jeunes que vous, qui vont intéresser tout le monde. Mais ça, je vous fais confiance. Oui, merci. Et je vous souhaite bonnes vacances. Hein. Merci. Donc j'espère à la prochaine pour une nouvelle émission. Donc, merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette reprise de Télé d'Alzon. Nous avons passé un très bon moment en votre compagnie. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et on vous dit donc à très bientôt. Bonnes vacances et à la rentrée. Au revoir.